Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce mardi la représentante de Dlamini Zuma. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Joséphine Charlotte Mayuma-Kalla, a confié à sa sortie être venue traduire ses félicitations à son hôte pour l'ensemble de ses actions, notamment celles en faveur des femmes de son pays. De 1 300 000 en 2014 à 1 500 000 voyageurs en 2015, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a fait un bond qualitatif. Son directeur général s'en félicite, mais il entend mieux faire. La France a connu ce mardi une journée surchauffée. 5 600 000 agents de la fonction publique ont fait grève. Ils ont manifesté pour une hausse de leur pouvoir d'achat ce mardi, tandis que des milliers de chauffeurs de taxi, eux, protestaient ce même mardi contre les dérives du secteur des véhicules de transport avec chauffeurs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons par les audiences du président de la République et pour cela, rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu hier le président du directoire du groupe Maroc Télécom, Abdousslam Aïzoun. Les nouveaux projets d'investissement de l'entreprise de télécommunications ont meublé la rencontre. Puis le président Alassane Ouattara a reçu Cheikh Hadjibou Soumaré, le président de la commission de l'UEMOA, avec qui il est revenu sur les décisions prises lors du dernier sommet de l'UEMOA. Awa Touré nous en donne les détails. Le président de la République, Alassane Ouattara, est le président en exercice de l'UEMOA depuis le sommet du 8 janvier 2016 à Cotonou, au Bénin. C'est donc à juste titre que le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, soit venu faire au chef de l'État le point des actions menées depuis ce sommet, de même que les décisions qui ont été prises. Sur la Cour de justice, sur les mandats, sur la rationalisation des institutions de notre Union. L'UEMOA aujourd'hui a plus de 20 ans. Après plus de 20 ans, il y a une nécessité de revoir le champ d'action de notre Union. Il ne s'agit pas simplement de prendre les ressources, de les dépenser uniquement pour faire des politiques sectorielles. Il faut voir également si ces politiques sectorielles sont efficaces pour le plus grand bien de notre Union et surtout des peuples de notre Union. Et la dernière conférence a demandé à ce que le fonctionnement du comité interparlementaire puisse être calé sur le premier trimestre et que donc l'ensemble des ressources qui étaient affectés à cette institution puissent se faire à l'aune du quart du budget de l'institution. Je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter des différentes réalisations qui sont en train de se faire ici en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, chaque investissement fait au niveau de la Côte d'Ivoire a un impact et un effet d'entraînement sur l'ensemble des économies de notre Union. Avant cette rencontre, le président du directoire du groupe Maroc Télécom est venu réaffirmer au président de la République sa volonté d'accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. J'ai eu le privilège de rendre compte à son Excellence de notre engagement en tant qu'investisseur dans le secteur des télécommunications. Et le président a apprécié nos efforts, notamment en termes de croissance et d'efforts d'investissement dans les infrastructures. Et je rappelle que nous avons été adjudicataires d'une licence globale des télécommunications. Nous venons de payer 50 milliards pour cet investissement comme première tranche dans cette licence globale, qui va nous ouvrir la voie à l'investissement dans tout, dans continuer à densifier la 3G, la 2G, la 4G, et également investir dans le très haut débit de la fibre optique. Comme chacun sait, les télécommunications, c'est une locomotive du développement économique, c'est un atout pour le développement économique et social. Le patron du groupe Maroc Télécom a, pour terminer, salué la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais également entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara.
Je vous l'annonçais en titre, Joséphine Charlotte Mayuma Kala, la représentante de la présidente de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Elle a été reçue ce mardi par le chef de l'État. On retourne au palais présidentiel. Le reportage est signé Viviane Haïm. Joséphine Charlotte Mayuma Kala est la représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, nouveau poste qu'elle occupe depuis quelques mois. Elle a rendu ce mardi une première visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, occasion d'échanger avec le chef de l'État sur les objectifs du mandat qui lui est confié par l'Union africaine. Le mandat ainsi que la mission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire est celle d'accompagner tous les efforts qui sont déployés par le gouvernement ivoirien, efforts qui nous ont permis de recouvrer la paix, la sécurité, de permettre la reconstruction post-conflit de ces pays, de permettre la reconstruction nationale, la cohésion nationale et aussi à l'époque l'organisation des élections apaisées, élections crédibles et démocratiques ici. Nous avons également fait le tour sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union africaine, coopération qui porte essentiellement de la part de la Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre des instruments qui sont adoptés par les chefs d'État lors des sommets qui s'organisent, notamment celui qui va avoir lieu dans quelques jours à Addis Abeba. Je disais la domestication, la mise en œuvre de tous ces instruments, à savoir l'agenda 2063, qui est la vision de l'Union africaine sur ce que sera le continent un siècle après la création de l'organisation continentale. Et la Côte d'Ivoire est un grand exemple par rapport à la vision de l'Union africaine, notamment avec la vision du président Alassane de l'Ivoirien nouveau dont l'Afrique a besoin. La représentante de la présidente de la Commission de l'Union africaine a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour le leadership de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine et le prestige dont elle bénéficie au plan régional. Le président de l'Assemblée nationale du Niger est à Abidjan pour une visite de 72 heures. Amadou Salifou est arrivé aujourd'hui même à 18 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a été accueilli par Guillaume Soro, le chef du Parlement ivoirien. Ce séjour d'Amadou Salifou en terre ivoirienne, en plus d'être une visite de travail, confirme surtout les excellents rapports de coopération qui lient le Parlement ivoirien à celui de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La PSP de Côte d'Ivoire, la nouvelle pharmacie de la santé publique, a un nouvel entrepôt de médicaments. Un an après la pose de sa première pierre, il a été inauguré ce mardi matin par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le nouvel entrepôt devrait permettre d'accroître la capacité de stockage et de distribution de médicaments dans tout le pays. Gabriel Zani. L'année 2016 commence bien pour le secteur de la santé et aussi pour les Ivoiriens. L'entrepôt de stockage des médicaments de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP est achevé. Il a fallu 12 mois pour le réaliser. Étendu sur plus de 4000 m², le nouvel entrepôt va doubler les capacités de stockage de la PSP. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a inauguré en présence de la ministre de la Santé et des partenaires financiers du projet, dont les États-Unis. C'est là le modèle de partenariat que j'encourage fortement pour créer une synergie des actions et des appuis. À l'heure où la Côte d'Ivoire est résolument engagée à faire face aux différents défis sanitaires tels que le VIH, le paludisme. D'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA, l'ouvrage est préfabriqué. C'est une solution clé en main avec des bureaux. Cet édifice est un instrument de développement de notre centrale d'achat de médicaments essentiels et intrants stratégiques qui aspire à devenir un pôle d'excellence dans l'espace UEMOA à l'horizon 2020. C'est dans cette perspective qu'elle joue un rôle primordial dans la mise en œuvre de la politique de gratuité ciblée pour laquelle le gouvernement ivoirien consent d'énormes efforts financiers.
Le taux d'approvisionnement en produits pharmaceutiques est passé de 23% en 2011 à 73% en 2015 selon le chef du gouvernement. Une hausse soutenue par une forte volonté politique d'offrir aux Ivoiriens des soins de qualité à moindre coût. C'est important acquis est à saluer et mérite en conséquence d'être consolidé par tous. Et c'est une belle démonstration des engagements individuels et collectifs de chacun d'entre nous en vue de l'amélioration de la performance de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. En plus de ce nouvel entrepôt, des équipements et des véhicules acquis dans le cadre du programme d'appui à la redynamisation du secteur de la santé ivoirien par-ci ont été remis aux autorités. Un autre résultat d'un partenariat public et privé bien coordonné. Daniel Kablan-Duncan était hier à plus de 700 km d'Abidjan pour le lancement des travaux de bitumage de la route Odiéné-Gbéléban, longue de 71 km. Le chef du gouvernement a également posé la première pierre du pont reliant Dioula-Tédougou à Djibrosso dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Reportage Thomas Guessambi, notre envoyé spécial à Odiéné. La politique générale de développement du réseau routier national se poursuit. 8 mois après la livraison du pont de la Fraternité reliant Gbéléban au nord Guinée, c'est la route Odiéné-Gbéléban qui devrait être livrée dans 24 mois. Volonté politique ou début de réalisation d'un rêve longtemps caressé par toute une région, en tout cas, le lancement des travaux par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a une signification autrement importante. Cadres, élus et populations la relèvent à l'occasion, avant que le ministre des Infrastructures économiques ne présente le projet. Les travaux, qui dureront 24 mois, consistent au bitumage d'une chaussée de 2 fois une voie, faisant de cette route une route internationale qui pourra donc être empruntée aussi bien par les véhicules de tourisme que par les camions de poids lourds qui viennent de la Guinée et qui permettront à cette région certainement de devenir un centre et un pôle de développement au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une présentation très vite suivie de coups de pioche, au bout desquels le Premier ministre peut partager la vision de l'État en la matière. Aujourd'hui, nous lançons un premier tronçon d'un axe très fort, celui qui relie donc Gbéléban au Odiéné. Et je pense que d'ici la fin du premier semestre de cette année, on devrait pouvoir lancer donc la deuxième partie entre Boundiali et Odiéné. On a fait beaucoup d'axes du sud au nord, mais il faut faire les axes transversaux maintenant. Cet axe est important, il fait 71-112 km, il va coûter une quarantaine de milliards et il va s'achever dans 24 mois. Et je voudrais profiter de votre micro pour remercier nos frères donc, de la République populaire de Chine pour le financement qu'ils ont apporté. Ce fils de Gbéléban, venu spécialement de l'extérieur pour l'événement, s'en réjouit. L'année passée, moi j'ai fait, comment on appelle, Amsterdam, Paris, dans un cas à 5 heures de temps. Aujourd'hui, je dis à la population ivoirienne qu'il sera possible bientôt, après la première pierre de l'axe Gbéléban-Odiéné, qu'il est possible de le faire à 45 minutes au lieu de souvent peut-être 4 heures. Les travaux ainsi lancés génèrent 300 emplois au bénéfice des jeunes de la région. Et sur place à Odiéné, le Premier ministre a aussi lancé les travaux de construction et d'extension du lycée professionnel de la ville. L'établissement avait été délocalisé à Abidjan suite à la crise militaro-politique de 2002. Le projet, financé en partenariat avec la BID, la Banque islamique de développement, prévoit l'amélioration de l'accès à la formation professionnelle par la réhabilitation des infrastructures et l'amélioration de la qualité de la formation. Ici à Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny vient de passer le cap de 1 500 000 voyageurs comptant pour l'année 2015 contre 1 300 000 l'année d'avant. Les responsables de Aéria, l'aéroport international d'Abidjan, ne comptent pas justement s'enorgueillir et s'arrêter là. Ils entendent poursuivre la modernisation des installations. Christelle Nda, son reportage est commenté par Serge Collier.
1 500 000 passagers, c'est le chiffre record enregistré par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en 2015. Une augmentation de 200 000 passagers par rapport à 2014. Les efforts déployés par Aéria et tous les acteurs du milieu aéroportuaire portent ainsi leurs fruits. Ce qui explique cette croissance de chiffres, c'est d'abord la position de la Côte d'Ivoire en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, le dynamisme économique. Et donc on bénéficie au niveau de l'aéroport de ce développement qu'a impulsé le président Ouattara depuis 2011 et dont on sent qu'il se poursuit puisqu'on est encore depuis le 1er janvier à 17% de progression. C'est la preuve que toutes les réformes qui ont été entreprises, toutes les actions qui ont été menées sous la houlette du ministre des Transports ont commencé à porter leurs résultats. Et donc nous encourageons Aéria à continuer dans cette dynamique, de sorte à ce que très rapidement le palier des 2 millions de passagers puisse être atteint. Pour 2016, le directeur général d'Aéria ambitionne d'atteindre le cap des 2 millions de passagers. Pour y parvenir, plusieurs projets sont en cours, notamment l'amélioration du système de la zone de livraison bagages et l'agrandissement du parc automobile. Rien qu'en 2016, on va investir entre 8 et 10 millions d'euros, encore une fois pour l'amélioration, l'augmentation des capacités d'accueil. Et sur les 3 ans qui viennent, on investit 40 milliards de francs CFA sur la plateforme pour accompagner son développement. La société Aéria a aussi rendu hommage à son directeur général adjoint, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Neba Kofi a été célébré pour 30 ans de bons et loyaux services. La douane numérique pour un engagement progressif. Voilà le thème de la Journée internationale des douanes 2016, célébrée aujourd'hui même. En Côte d'Ivoire, même si la numérisation des procédures douanières est déjà une réalité, l'administration entend poursuivre ses efforts. Elle veut, par exemple, automatiser la gestion des services, rendre les actes transparents, lutter contre la fraude et gérer au mieux les flux de marchandises. Les précisions de Lancine Bakayoko et Chantal Akandan. L'administration des douanes ivoiriennes adhère activement à cet important chantier de numérisation des différentes procédures douanières. Application visible de cette volonté, l'institution de guichets uniques, la localisation des marchandises en transit, la mise en service de scanners au port et surtout le système de dédouanement informatisé des marchandises, SIDAM, dont la phase 2 est opérationnelle depuis 2014. Dans les prochains jours, suivant cette même dynamique, nous allons rendre fonctionnel le compte Twitter de la douane. L'essentiel des réformes que nous avons engagées convergent toutes vers cet objectif cardinal, à savoir la dématérialisation intégrale de nos procédures. En contribuant clairement au passage d'une gestion administrative classique à une gestion électronique des services publics, ce système assure une meilleure maîtrise des process de dédouanement. En l'occurrence, l'enregistrement de la déclaration, le paiement des droits et taxes, ainsi que les demandes de rectificatifs et de mainlevée. Le gouvernement se dit disposé à appuyer la douane dans cette quête de performance. Monsieur le ministre, auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, s'est engagé et réitère cet engagement à œuvrer à l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents de son département. Les festivités liées à la semaine des douanes ivoiriennes se poursuivent jusqu'au 30 janvier prochain. Le procès des 24 militaires présumés assassins du général Robert Gueye, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée a repris hier après plusieurs mois d'interruption. Il s'est poursuivi ce mardi en présence de notre reporter Abou Sanogo. Il avouait hier avoir sorti feu le général Robert Gueye de sa cachette de la cathédrale et l'avoir remis au colonel Dogboblé et au capitaine Seka Seka qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Ce mardi, l'adjudant Kwadjo Kwadjo est revenu à la barre pour révéler que la somme d'1 million de francs CFA avait été retrouvée sur le général. Une somme qu'avait partagée le colonel Dogboblé aux soldats en place à la cathédrale. Et également poursuivi pour complicité d'assassinat, le capitaine Gueuflan, alors sergent-chef, et l'adjudant Lat Latropol, qui ont quant à eux nié les faits. Ils ont toutefois reconnu avoir pris part à l'expédition sur la cathédrale. Les familles des victimes, elles, se réjouissent. La vérité sur ce drame commence à éclater. On souhaite que la vérité soit dite. Qui a
tué qui a fait quoi, qui a donné des ordres. J'ai confiance en ma justice. Avocat de la défense et partie civile espère aussi que la vérité éclatera. Nous avons confiance et nous souhaitons que la vérité éclate. Parce que beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été écrites, mais il faut que ceux qui sont mis en cause puissent donner leur version des faits pour que l'opinion soit éclairée et que le tribunal prenne la décision qui lui semble nécessaire. L'audience a été tenue de façon conforme. Le président tient bon le débat. Je crois que d'ici peu, on saura les coupables. S'ils font des déclarations précises, ce qui s'est passé effectivement au domicile du général et avant la cathédrale, où il a été pris, tous ceux qui l'ont pris, qui l'ont conduit, ces bourreaux, sont tous dans le box. D'autres accusés sont attendus à la barre dans les prochains jours. Le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo lui s'ouvre jeudi à la Cour pénale internationale, 5 ans après la crise post-électorale. Depuis le 18 janvier dernier, la Direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne a pris la décision de suspendre sur toutes ses chaînes la diffusion d'annonces à caractère religieux dans l'espace les rendez-vous de la direction commerciale. Pourquoi une telle mesure et que propose la RTI pour permettre aux communautés religieuses d'annoncer leurs événements? Franck Quadio nous explique tout ça plus clairement. Depuis sa création, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, média de service public, s'est donné pour mission informer, éduquer et divertir les populations vivant sur le sol ivoirien et même au-delà. Dans cette optique, toutes les couches de la société auront accès à ce média et au nombre de celles-ci, les religieux. Pour matérialiser cette volonté de la RTI de servir de voie d'expression à la religion dans toute sa diversité, des émissions religieuses figurent en bonne place dans les programmes de la radio et de la télévision nationale. Une obligation de produire et diffuser ces programmes qui fait partie du cahier des charges du groupe RTI et qui, en plus de la production, s'étend au traitement factuel de l'information. Ainsi, il est fréquent de suivre sur les antennes de la radio et de la télévision nationale des reportages relatifs à des cérémonies ou activités religieuses. Et pour donner encore plus de latitude aux groupes religieux de communiquer sur leurs activités, un espace promotionnel dénommé « Rendez-vous de la direction commerciale » a été ouvert sur Radio Côte d'Ivoire, RTI 1 et RTI 2. Constat: ces espaces d'annonces d'événements socioculturels sont devenus des lieux de prêche et d'invitation à des prières et guérisons miraculeuses dans un style de communication qui ne cadre pas avec l'esprit du service public. L'un des articles du cahier de charges de la RTI stipule à juste titre que les messages ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs et des téléspectateurs. Aussi, après plusieurs rappels à l'ordre et des séances de recadrage, la direction générale s'est-elle vue contrainte de prendre une mesure conservatoire, à savoir la suspension des annonces d'événements à caractère religieux faites sur les plateaux par les invités de la direction commerciale. En attendant de définir de nouvelles modalités d'accès des communautés religieuses à ces antennes, la RTI a ouvert un espace de diffusion de spots pour leur permettre d'annoncer leurs événements à des coûts réduits. Et la direction générale de la RTI ajoute que les communautés religieuses qui désirent annoncer des événements peuvent, à partir de demain, mercredi 27 janvier, prendre contact avec RTI Publicité. Le ministère de la Communication informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2016 débutera le 1er février prochain et prendra fin le 31 mars 2016. Les journalistes concernés sont invités à retirer
La liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures du ministère de la Communication, 6 au 21e étage de la tour C de la cité administrative au Plateau. Pour toute information complémentaire, la sous-direction des affaires extérieures peut être jointe au 20 22 27 70 05 76 99 15 ou 07 71 04 27. Les égreneurs de coton et les triturateurs ont procédé hier lundi à une signature d'accord cadre, un accord qui définit les conditions générales de cession de la graine de coton aux industries locales de trituration au cours de la campagne 2015-2016. Objectif final, permettre aux industries cotonnières présentes en Côte d'Ivoire de transformer 100% des produits cotonniers sur place. Roger Appé, Sylvie Touré. Par ces signatures, sociétés cotonnières et industrielles du secteur scellent un partenariat. Il porte sur la livraison de 120 000 tonnes de graines de coton aux industries de trituration pour la campagne 2015-2016. Ces entreprises s'engagent en retour à prendre en charge le transport des produits vers les usines de transformation. Un partenariat gagnant-gagnant donc qui va engendrer plus de 500 emplois directs. Nous sommes tout à fait prêts en tant que société cotonnière à livrer la totalité de notre production de graines à l'industrie locale, si tant est que l'industrie locale elle-même est dans la capacité de faire face à notre production. Ce que nous comptons apporter, c'est d'abord la pérennité de notre site industriel, qui est, je vous le rappelle, le plus gros site industriel de toute l'Afrique de l'Ouest, puisqu'Oléol à Boaké peut triturer jusqu'à 200 000 tonnes de graines de coton. Facilitateur de cet accord cadre entre égreneurs et triturateurs, le ministre de l'Industrie et des Mines. C'est conforme aux orientations qui ont été données par le président de la République, c'est-à-dire qu'il faut aller vers une industrialisation accrue et cette industrialisation passe nécessairement par la transformation de nos matières premières. Ce que nous envisageons, c'est d'arriver à terme à transformer 100% de la production de graines de coton. La filière coton en chiffres, c'est une production nationale de 450 000 tonnes au cours de la saison écoulée, ce qui a propulsé la Côte d'Ivoire à la 3e place dans la sous-région. Seulement le tiers de cette production est transformé sur place. C'est aussi 4 millions de personnes qui vivent de la culture de l'or blanc. Cet accord vise donc à redynamiser la filière qui a souffert de la décennie de crise. Pendant plusieurs jours, l'économie était quasiment à l'arrêt dans la région du Tchologo. Un arrêt de travail a été observé depuis le 8 janvier dans les 2 complexes sucriers considérés comme les poumons de l'économie régionale. Les 2500 journaliers à l'origine de cet arrêt de travail demandent une seule chose, l'amélioration de leur situation salariale. L'antagonisme entre les protestataires et leurs entreprises a viré à un soulèvement le vendredi dernier. Bilan, un blessé et d'importants dégâts matériels. Léon Brou. Ferke 1 et 2, 2 complexes sucriers, environ 5000 emplois directs et 2500 emplois indirects. Jusqu'à samedi dernier, pas d'activité dans ces 2 unités industrielles. L'arrêt de travail décrété le 8 janvier par les 2500 journaliers pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions courait encore. Il fallut l'intervention des forces de l'ordre pour circonscrire leur soulèvement la veille. Bilan, un blessé parmi les bardeaux, d'importants dégâts matériels pour la société. 8 véhicules volés, des domiciles saccagés, des parcelles brûlées, l'arrêt de la production à l'usine. On pourrait évaluer au moins chaque jour de non-travaillé à 100 millions. Le soulèvement des journaliers est né de la contestation de l'accord transitoire signé par leurs représentants et leurs sociétés. Ils sanctionnent le conseil de crise tenu jeudi sous l'égide du corps préfectoral en présence de la chefferie traditionnelle et l'inspection du travail. 3 points à cet accord, mission d'information des travailleurs, reprise des activités vendredi, ouverture ce lundi des négociations. Des points qui ont été énumérés, c'est dit, ce n'est pas tout qui sera accordé. S'il y a au moins 2 à 3 à 4 points en notre faveur, je pense que le travail va démarrer. Donc c'est ce que nous attendons. Et on les invite à discuter, parce que tout est possible, dans l'ordre,
et le respect des tests. Les négociations n'ont pas encore démarré, mais les dispositions sécuritaires en place ont permis au personnel permanent, non partie prenante au mouvement de protestation, de reprendre les activités à FEPK 1 ce lundi. Mais pour combien de temps? Il faut donc des négociations plus approfondies, car comme ces milliers d'emplois, c'est l'économie des régions du Kyologo, Poro et Ambol qui se trouvent menacées. La 9e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anomambo, aura lieu en avril prochain. Mais avant, le groupe Magic System, initiateur du festival, a été reçu par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwakubandama. Issaïo. Le groupe Magic System et le comité d'organisation du Festival des musiques urbaines d'Anomambo FEMUA chez le ministre Maurice Kwakubandama. Au menu de la rencontre, le FEMUA 2016. La 9e édition du festival est prévue pour le mois d'avril prochain. Le comité d'organisation du FEMUA a mis à profit cette rencontre avec le ministre Maurice Kwakubandama pour rendre compte des avancées de l'édition 2016 sur le plan des préparatifs. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a salué le travail colossal abattu par le groupe Magic System à Marcory Anomambo, tant sur le plan culturel que sur le plan social. Le ministre Maurice Kwakubandama a réaffirmé le soutien de son département au FEMUA. Depuis sa création, le FEMUA compte à son actif plusieurs actions sociales, dont la réhabilitation et l'équipement d'hôpitaux, d'orphelinats, de pouponnières, des dons aux réfugiés et la construction d'écoles primaires et maternelles. Le reportage de Issaïo a été commenté pour vous par Franck Quadio. Hors de nos frontières, la police sénégalaise a annoncé hier avoir mené pendant le week-end des opérations de sécurisation pour prévenir la menace terroriste à la suite de l'intensification des attentats en Afrique de l'Ouest. Les forces de l'ordre ont indiqué avoir interpellé plus de 900 personnes, en grande partie pour vérification d'identité. Ces interpellations ont eu lieu dans les régions de Dakar et de Thiès dans un contexte spécial de prévention et de riposte à la menace terroriste. En France, les 5,6 millions d'agents de la fonction publique ont fait la grève ce mardi pour protester contre le gel des rémunérations et obtenir des augmentations salariales. Également en grève, les chauffeurs de taxi. Eux protestent depuis l'aube contre la concurrence jugée déloyale des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. À Paris, Bordeaux comme à Grenoble, ce sont des milliers de taxis qui ont envahi les rues et sites administratifs. Ils réclament une compensation à la baisse d'activité. Si vous voyez qu'on a insisté sur le fait d'avoir une chose concrète dans l'immédiat, c'est que c'est une urgence. Il faut que le gouvernement sache que c'est un SOS qu'on crie. C'est un SOS, on n'en peut plus. Si vous voyez qu'aujourd'hui on a décidé le 26 janvier d'avoir la grève, c'est qu'on n'en peut plus, tout simplement. Cette manifestation, la énième du genre en France, est due à une concurrence déloyale entre taxis et les VTC. Les VTC, sans inscription au registre du commerce, sans licence et parfois sans assurance spécifique, peuvent donc se permettre de proposer des tarifs plus bas. On dénonce clairement le mépris du gouvernement vis-à-vis des taxis, à la fois dans ses actes, puisqu'il soutient sans arrêt un modèle économique qui détruit le taxi. Une autre manifestation a aussi éclaté ce même mardi dans la capitale française. Cette fois, ce sont les fonctionnaires qui réclament une revalorisation du point d'indice qui sert de base au calcul de leur salaire gelé depuis 2010. Face à tous ces problèmes, le Premier ministre français Manuel Valls propose une concertation avec les manifestants pour trouver un compromis. Mais les manifestants restent sceptiques sur le contenu de l'accord, car auparavant, des accords avaient été signés entre les transporteurs et le gouvernement, mais sont restés lettres mortes sans suite favorable. Et pour terminer, sachez que la FIFA, la Fédération internationale de football, a confirmé aujourd'hui 5 candidatures pour la présidence de l'institution. Le Cheikh Salman, le prince Ali, Gianni Infantino, Jérôme Champagne et Tokyo Sexwell sont les 5 postulants. L'élection est prévue dans un mois, le 26 février à Zurich. Les 209 fédérations qui composent la FIFA désigneront à cette date le successeur de Joseph Sepp Blatter, président démissionnaire et suspendu 8 ans d'une fédération en proie à la plus grande crise de son histoire sur fond de corruption à grande échelle.
C'est sur ces images que l'on s'arrête pour ce soir. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur les www.rti.ci. Très bonne soirée sur la chaîne Kirasi.